Bien, alors comme je vous l'ai annoncé précédemment, je vais essayer de vous parler rapidement d'un personnage absolument fantastique qui s'appelle Ndaté Yala, souveraine du Wallo. Alors, certains connaissent peut-être, mais je pense que la majorité, même des musulmans sénégalais, ne connaissent pas. Alors, qui était cette personne? Alors, excusez-moi encore une fois, je vais lire le texte, hein. Voilà. Ndaté Yala, dernière souveraine du Wallo, Ndaté Yala Mbodj, a été installée le 1er octobre 1846 à la mort de sa grande sœur, Djembe. Alors, excusez-moi si parfois je prononce un petit peu mal les termes sénégalais, hein. Bon, ça fait un petit moment et donc j'ai perdu un peu l'accent peut-être, hein. Elle a exercé le pouvoir comme un véritable braque. Alors, qu'est-ce qu'un braque? En s'appropriant tous les attributs. Alors, je vais essayer rapidement de vous expliquer ce qu'est un braque. Alors, un braque, c'est quelqu'un qui agit de manière active pour la prise de pouvoir et l'investissement dans le développement de ses idéaux. Exercer le pouvoir comme un véritable braque, c'est un véritable chef. Bon, voilà en gros un petit peu le résumé de l'explication de ce qu'est un braque. Donc, elle était un petit peu ça. C'est ainsi qu'elle fut prise en photo par l'abbé David de Boila le 2 septembre 1850, fumant sa pipe d'honneur, entourée de plus de 500 femmes en grande tenue, en face desquelles se trouvaient tous les princes et guerriers de la reine. Alors, je ne peux pas vous la montrer, et encore que si, je vais essayer de vous montrer cette photo. Je vais voir si je peux y arriver, si vous la voyez. Voilà, hein, d'accord. Donc, vous voyez cette femme majestueuse, cette reine, voilà, un vrai chef d'État, d'accord. Alors, avec Ndaté, on assiste au parachèvement du processus du contrôle du pouvoir initié par les Lingers dès le XVIIe siècle. Ainsi, en 1819, dans les accords signés entre le Wallo et les Français, il ne figurait que des hommes à partir de 1846. Tous les actes officiels portaient le nom de Ndaté Yala. Ok. Alors, je précise, j'ai oublié de vous le dire, mais enfin, ça va de soi. Ndaté était un chef d'État, une résistante, une nationaliste, une mère et une éducatrice. D'accord. En fait, elle finit, excusez-moi, je tourne la page un peu des fois avec difficulté, voilà. Elle finit ainsi par reléguer le braque ou les autres dignitaires au second plan, parce qu'elle toute seule, voilà. Parfois, les Français s'adressaient qu'à Ndaté, et il arrivait que les lettres envoyées au gouverneur ne portent que sa seule signature. Dans une correspondance adressée le 23 mai 1851 à Faidherbe, elle s'exprimait en ces termes. Le but de cette lettre est de vous faire connaître que l'île de Boyo m'appartient depuis mon grand-père jusqu'à moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse dire que ce pays lui appartient. Il est à moi seul. Ndaté se considérait comme le seul souverain du royaume du Wallo. N'est-ce pas? Ça, au moins, c'était une bonne réponse, hein. Une résistante. Son règne sera marqué par une défiance permanente des Français contre lesquels elle a livré une bataille acharnée. En 1840, alors en même temps, hein, ça concerne surtout bien sûr je dirais la région de Saint-Louis, puisque c'était par là-bas qu'elle était, évidemment. Et donc je pense que c'est une bonne idée de rafraîchir un petit peu la mémoire de cette histoire qui est assez extraordinaire. Donc je reprends. En 1847, elle s'opposa au libre passage des Saracolais qui ravitaillait l'île de Saint-Louis en bétail et adressa une lettre au gouverneur exprimant sa volonté de défendre le respect de sa souveraineté sur la vallée en ces termes. C'est nous qui garantissons le passage des troupeaux dans notre pays. Pour cette raison, nous en prenons le 10e et nous n'accepterons jamais autre chose que cela. Saint-Louis appartient au gouverneur, le Cayor au Damel,
le Wallot au Brac. Chacun de ses chefs gouverne son pays comme bon lui semble. Elle finit par faire prévaloir ses droits sur l'île de Mboy et sur l'île de Sort, actuelle ville de Saint-Louis, qu'elle affirma n'avoir jamais vendue à personne. Ndaté continua les pillages autour de Saint-Louis et n'avait cure des menaces du gouverneur. Elle refusa de rembourser les dommages commis comme le réclamaient les Français. Le 5 novembre 1850, elle interdit tout commerce dans les marigots de sa dépendance. Avec cette mesure, la guerre devenait inévitable, car les Français voulaient assurer la sécurité de leur commerce dans la vallée du fleuve. Avec l'arrivée de Faidherbe en 1854, le Wallot va être le premier à subir les coups de la politique de conquête du Sénégal. Le 5 février 1855, Faidherbe déclencha la bataille et les troupes du Wallot seront finalement battues le 25 février 1855 par la technique et la puissance technologique de l'ennemi. Une mère et une éducatrice. Après sa victoire sur la reine, Faidherbe emmena son fils, Sidia, âgé de 10 ans, à Saint-Louis, où il sera scolarisé à l'école des otages et sera renvoyé plus tard, en 1861, excusez-moi, je tourne la page, au lycée impérial d'Alger. Bon, Sidia, vous l'avez compris, c'était le fils de la reine. En 1863, Sidia demanda à revenir au Sénégal où il poursuivit pendant quelques mois les cours de l'école des frères. Il fut baptisé et eut pour parrain Faidherbe, qui lui donna le prénom de Léon. Ben voyons. En 1865, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans, la colonie lui confia le commandement du canton de Nder, mais il ne tarda pas à refuser d'être un relais docile de cette administration et finira par la défier. Il va ainsi poursuivre le combat nationaliste initié par sa mère. Devant une grande assemblée de dignitaires et de son peuple, il sacrifia à la tradition des braques. Après s'être débarrassé de ses habits européens, il prit le bain rituel dans les eaux du fleuve, se rhabilla en tenue traditionnelle et jura de ne plus jamais parler la langue du colonisateur. Ensuite, il se fit faire des tresses du Tiedo, actuel Dridlouk, à Tienalbé, marquant ainsi le symbole de son appartement social. En novembre 1869, Sidia dirigea une insurrection générale contre les Français et fit subir de lourdes pertes aux troupes françaises. Mais l'administration coloniale ne tarda pas à le traquer. Arrivé chez Lat Dior pour la concrétisation d'un front de libération nationale, il fut trahi par ses guerriers qui le livrèrent au gouverneur Valère de Saint-Louis le 25 décembre 1875. Il sera déporté au Gabon en 1876, où il mourut en 1878 à l'âge de 30 ans. Les cendres de Sidia doivent rejoindre celles de sa mère. Pour être Sidia, il fallait avoir comme mère la reine Ndaté Yala. Il a fallu une mère admirable pour avoir pu inculquer à un enfant âgé d'à peine 8 ans les valeurs suprêmes qui lui ont permis d'opposer aux Français une résistance culturelle et militaire. Faidherbe a tenté en vain de le dépouiller de son identité et de sa religion traditionnelle, en le nommant Léon et en le faisant baptiser comme un chrétien. Malgré tous ses efforts, il n'a jamais réussi à dompter le fils de Ndaté. Profondément enraciné dans la culture des siens et porteur des valeurs de fierté et de nationalisme défendues par sa mère. Voilà. Alors, tout ceci est un extrait, je vais vous le dire rapidement, est un extrait d'une communication, et je l'en remercie,
de Fatou Sarr, qui est chercheuse à l'IFAN, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, directrice du laboratoire genre et recherche scientifique, faite au musée de la femme de Gorée le 3 février 2007, de Ndaté Yala à Aline Sitoé, un siècle de résistance. Histoire fabuleuse. Un grand merci à vous, Madame Fatou Sarr. Ma mère me racontait souvent l'histoire de ces femmes qui ont fait le Sénégal, car j'ai fait mes classes à la maison d'éducation Marina Ba de Gorée, et c'était important pour elle que je connaisse le récit de ces braves Sénégalaises. Merci encore pour ces éclairages que vous nous apportez, et j'espère que beaucoup de Sénégalais consulteront vos recherches. Merci beaucoup encore. Vraiment, on a besoin de ce genre d'histoire pour réveiller la fierté qui somnèle en nous. Merci Fatou Sarr. C'est dommage que l'on ne nous apprenne pas vraiment cette glorieuse partie de notre histoire. Dire que j'en connaissais plus sur Jeanne d'Arc que sur Sitoé Diatta ou Ndaté, cela bien sûr, avant que je ne me décide à faire des recherches moi-même. Voilà, je suis moi-même qu'un modeste Toubab, ayant vécu très jeune dans ce pays et en Afrique, bien sûr au Sénégal, et il m'a semblé aussi important d'apporter ma petite contribution à la véritable histoire de ce glorieux passé, mais principalement de Saint-Louis et de ses reines extraordinaires. J'espère que vous serez nombreux, Sénégalais, Sénégalaises, à vouloir connaître autre chose que l'histoire de Jeanne d'Arc. Certes, merveilleuse, mais bon, c'est pas la vôtre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.